Voilà, Elsa, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être ici autour de ce sujet passionnant justement du réemploi et de cette dynamique industrielle autour du réemploi. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir 4 intervenants qui viennent de secteurs très différents. Donc on va avoir Jean-Luc Di Paola Galini, qui est responsable du coup du développement durable chez l'équipementier automobile Valeo. On va avoir Marie Castelli, donc, qui est directrice des affaires publiques chez Back Market, donc sur toute la filière des 3E et des équipements reconditionnés. On va avoir Guillaume Hérisson. Guillaume, merci d'être avec nous. Justement, tu représentes le groupe ARES, donc, qui regroupe des entreprises sur différents secteurs d'activité, donc, qui ont la particularité de travailler avec des emplois en insertion principalement. Et puis Bastien Rambaud de Vesto, donc, qui travaille sur le reconditionnement des équipements sur toute la filière des CHR. Donc merci à tous d'être ici. On voit souvent la question du réemploi à travers le prisme de l'impact environnemental et des bénéfices environnementaux. Aujourd'hui, on va se poser la question justement des impacts économiques et de création d'emplois cette filière. C'est peut-être une dimension dont on parle moins. Et donc, on va bénéficier de vos regards croisés justement sur ces différents sujets. Et donc, on va commencer avec cette première question pour toi, Guillaume. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta vision des enjeux aujourd'hui et de cette dynamique que tu observes sur la création des emplois sur cette filière du réemploi ? Ouais, merci beaucoup Elsa. Bonjour à tous. Effectivement, en tout cas, forcément, nous, avec le groupe ARES, quand on parle de réemploi, on fait tout de suite le pont avec la création d'emplois. Et emploi et réemploi, ça rime bien ensemble, donc c'est parfait. Non, le groupe ARES, c'est aussi apporter ici un témoignage autour du lien fort qu'il y a entre les thématiques du réemploi et l'impact environnemental et les acteurs de l'ESS et tout le secteur associatif et ESS au sens large. Nous, en tout cas, chez ARES, on a cru à ce secteur-là depuis plus d'une trentaine d'années. On a développé des savoir-faire. Et pourquoi ça s'est beaucoup développé ces dernières années ? En tout cas, nous, ce qu'on y voit, c'est qu'il y a 2 enjeux clés dans le positionnement d'un acteur comme ARES sur ces métiers-là. Le premier, c'est la création d'emplois. Quand on crée des boucles circulaires, quand on veut traiter des sujets de réemploi, en fait, c'est de l'emploi local, c'est des postes qui sont assez facilement pourvoyables par des personnes sans qualification. Et donc, on peut mettre quelqu'un à l'emploi assez rapidement sur ces métiers-là. Et puis, sur certaines chaînes de valeur, on va pouvoir aller plus loin et on va pouvoir professionnaliser, certifier des gens et créer des nouvelles certifications, en tout cas des métiers du réemploi qui n'existaient pas hier. Je pense notamment à tous les métiers de la réparation. Donc, en fait, sur tout le cycle de vie d'un produit en réemploi, les publics en insertion vont être particulièrement adaptés. C'est ce qu'on fait chez nous dans plein de secteurs d'activité. Je vous donne des exemples très concrets. On va faire de la caractérisation de livres pour un acteur comme Recyclivre quand il va vouloir revendre du livre d'occasion. Donc on en fait près de 2 millions par an qu'il faut caractériser. Donc ça fait pas mal d'emplois à la clé. On travaille beaucoup à caractériser puis à faire du grading de matériel informatique, notamment pour Manutan. Sur un de nos sites Ateliers sans frontières. Donc là, c'est pareil, c'est un peu plus technique comme prestation. Et puis, on fait également des choses un peu plus manuelles dans le monde du BTP avec des acteurs comme Saint-Gobain pour préparer le verre avant qu'il soit réinjecté dans des usines de verre. Et donc, on participe à la boucle circulaire du verre. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la création d'emplois. Et je pense que l'ESS est clé. Et notre deuxième enjeu clé pour nous, acteurs de l'ESS, c'est toute la dimension de coopération. Comment on fait pour créer des alliances vertueuses et à impact environnemental, social et industriel. Clairement, je pense qu'on est reconnus, les acteurs de l'ESS, pour notre savoir-faire historique dans le secteur d'activité du réemploi, certaines expérimentations. Le plus connu d'entre eux, sans doute Emmaüs, qui a été un peu précurseur sur certains gisements. Il n'empêche qu'au-delà de cette capacité d'innovation, on a besoin de s'associer avec des grands donneurs d'ordre, des grands industriels, pour passer à l'échelle
et pour démultiplier l'effet d'impact et environnemental et en emploi. L'exemple le plus parlant qu'on ait chez nous, c'est la création il y a 3 ans de Réparseb, où finalement c'est un projet qui a associé l'industriel Seb, qui avait besoin d'adresser le sujet du réemploi et de la revente de petits électroménagers d'occasion, qui s'est adressé à Arès en tant qu'acteur de l'insertion pour pourvoir des emplois que Seb ne savait pas faire, et la ville de Paris, qui aussi a été partie prenante pour libérer du foncier et donner accès à Réparseb, à du foncier au cœur de Paris. Donc c'est, je pense, ce type de coopération qui permettront de faire émerger des nouvelles filières, enfin des nouveaux acteurs sur certaines filières, et je pense qu'il y a de quoi faire quand on sait que il y a encore que quelques pourcents de réemploi dans certains secteurs d'activité. Donc nous, c'est 2 enjeux, la création d'emplois et puis les coalitions ou les alliances à impact. Super, merci Guillaume. Donc on voit bien qu'il y a des synergies fortes quand les coopérations s'opèrent justement entre acteurs sur des créations de filières, des créations d'emplois, sur vraiment tout un tas de secteurs. Tu parlais de passage à l'échelle, donc c'est peut-être le sujet aujourd'hui qui nous intéresse, c'est comment on soutient ces filières, qu'on passe à l'échelle et qu'on industrialise quelque part ces filières pour gagner notamment sur la compétitivité prix des offres, et aussi pour déployer quelque part le plein potentiel économique de toutes ces filières créatrices d'emplois et d'activités. Du coup, là, je me tourne vers toi, Bastien, si tu veux nous partager un petit peu comment tu vois les choses sur ce sujet. Mais alors, c'est très simple. Nous, dans le matériel de restauration, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs étapes clés dans le reconditionnement, et en apprenant à différencier ces différentes étapes, on a compris qu'une des clés de l'industrialisation, c'est la coopération et la pensée en filière. Penser en filière, ça veut dire avoir une pensée systémique qui va considérer 360 degrés du métier du reconditionnement. La collecte préservante, la logistique vers les centres de reconditionnement, la caractérisation, que nous on appelle pré-diagnostic, le reconditionnement d'abord technique, puis le reconditionnement cosmétique, qui peut ressembler beaucoup à du nettoyage, la distribution au travers des distributeurs, l'installation, l'entretien une fois que le matériel a été installé, et évidemment son achat. Tous ces différents petits métiers, il faut les considérer et il faut les intégrer dans une vision globale. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de schémas directeurs autour du réemploi. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être pensé vraiment à travers toutes les différentes étapes. Et il faut un vrai volontarisme pour qu'on puisse structurer des industries. On n'aura pas d'industrie si jamais on attend simplement qu'elles adviennent toutes seules, ou alors ce sera des faits du hasard. À chaque fois qu'on a réussi à avoir des filières industrielles et des passages à l'échelle, c'est lorsqu'il y a énormément de volontarisme, de la part soit de puissance publique, soit de gros acteurs du monde du neuf, toutes les étapes prises en considération, les moins rentables, les plus rentables, de telle sorte à ce qu'on arrive à lever les freins tout au long. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire dans notre métier du matériel de restauration. On voit qu'on est encore obligé de s'appuyer sur énormément de gens qui ne sont pas du tout convaincus par le réemploi. Et on appelle vraiment de nos voeux à ce qu'il y ait une pensée globale, systémique, autour de l'industrialisation du réemploi dans tous les secteurs. Parce qu'en fait, ce qui est vrai chez nous est vrai aussi dans le petit électroménager pour Arès, dans le gros électroménager pour les particuliers que d'autres acteurs vont traiter. C'est vrai, à chaque fois, il faut systématiquement collecter dans une bonne condition, reconditionner techniquement, reconditionner cosmétiquement et remettre en circulation. Merci Bastien. Jean-Luc, justement sur une entreprise comme Valeo, donc, qui est déjà dans un secteur d'activité qui a un historique, un réseau d'équipementiers plus large, comment vous envisagez, quels sont les freins aujourd'hui auxquels vous êtes confrontés justement face à cette industrialisation? Quel est l'accélérateur qu'il faut et quel est votre regard sur cette question? Tout d'abord, merci. Je suis ravi d'être là. Merci à Elsa. Et c'est un peu comme ce que tu as fait dans la fresque de l'économie circulaire. On est dans un processus de fresque. On apprend. Alors, tu parlais d'échelle. Je vais quand même rappeler pour les autres, parce que je pense que ici, de très loin, je suis le plus gros. Valeo, c'est 22 milliards d'euros. C'est 115 000 personnes. Et en France,
c'est 15 000 collaborateurs. Donc introduire l'économie circulaire, c'est à partir des millions de pièces produites dans nos industries, et y compris dans la dimension du marché de la rechange, l'aftermarket, qui concerne un autre type de métier qui est celui des garagistes, des distributeurs, c'est introduire cette notion. Moi, en tant que patron du développement durable, avec ma directrice de l'économie circulaire, on a complètement, mais vraiment révolutionné la mentalité de chaque niveau de conception de la recherche. Donc au niveau de l'économie circulaire, le premier pas, avant même de produire, c'est projeter la circularité avant toute chose. Alors, on est aidé, on est quand même le premier déposant de brevets en France, tout secteur économique confondu. Donc la R&D chez nous, c'est pas petit. On a 18 000 ingénieurs, donc on les fait bosser comme des dingues à trouver des solutions. Et c'est pour ça que je vais vous donner tout de suite un niveau d'échelle. C'est actuellement, on a 1 million de pièces produites par an en circularité. À la fin de la décennie, donc en 5 ans et quelques, on va doubler ce chiffre. On va arriver à 2 millions de pièces. Et là, on commence à compter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'emploi et en termes d'économie ? Ça veut dire que déjà, ça touche tout un tas de types d'emplois. Je disais la R&D, notamment au niveau de l'éco-conception, mais ça touche évidemment tout un tas de métiers dans les usines. Et tu as raison de dire ça au niveau d'un industriel. C'est-à-dire que même dans la conception des toolings, de la robotique, de tout ce qui va engendrer aussi en termes d'innovation avec l'intelligence artificielle, les logiciels, on va intégrer cette dimension de circularité, de réutilisation. Parce que pour nous, l'économie circulaire, c'est la réparabilité, la réutilisation, le remanufacturing, c'est-à-dire la réindustrialisation d'une pièce ancienne qui est reconduite dans nos usines pour qu'on la renettoie et on recorrige uniquement la chose qui s'est abîmée avec le temps. Je rappelle à tout le monde que toutes nos pièces que l'on fait dans l'industrie automobile, que ce soit pour les 2 roues, le camion, la voiture, vous devez avoir une garantie de 20 ans. Donc même au bout de 20 ans, par exemple, nous on a appris, historiquement, c'est les embrayages dans les camions. Comme vous le savez, souvent c'est la pièce qui se détruisait le plus. Historiquement, la première source de circularité économique, comme c'était à base de métal, c'est les pétages d'embrayage dans les camions où on ne les jetait surtout pas et on a été capable de récupérer ces pièces. Si on veut monter en échelle, et ça c'est un message pour les politiques, on est en pleine campagne électorale européenne, il faut qu'on puisse franchir des frontières. Parce que vous comprenez bien que, et c'est pas que Valeo, n'importe quelle industrielle de grande échelle présent en France, mais qui est présent dans plein de pays, ne serait-ce qu'en Europe, il faut qu'on puisse transbahuter nos carcasses sans qu'elles soient considérées comme des déchets. Et ça, il y a du boulot, parce que nous, par exemple, on a une usine de reconditionnement qui est à la frontière en Pologne, techniquement à 20 km de la frontière tchèque. Eh bien, les 2 pays nous posent énormément de problèmes sur le passage à la frontière. Et là, c'est un vrai sujet si on veut monter en échelle. Et il faut que dans le footprint, dans l'empreinte industrielle de groupes européens, on puisse s'organiser en usines qui font du remanufacturing, du réemploi de pièces usées. Et ça, c'est vraiment si on veut monter en échelle. Ensuite, et je conclurai là-dessus, ça touche tout un tas de métiers. Je citais l'aftermarket. Pourquoi ? Parce que c'est important. Avoir le réemploi au niveau de la R&D, l'avoir dans les usines, c'est génial. Mais nous, on arrive à attirer toute une filière, non seulement de PME industrielles auprès desquelles on achète des sous-produits eux-mêmes qui peuvent être manufacturés. Et surtout au niveau de l'aftermarket, eh bien, ça introduit une nouvelle génération de distributeurs de pièces détachées. De moins en moins, vous savez, les véhicules se perfectionnent, donc on ira de moins en moins chez le garage, notamment avec les vélos électriques, les véhicules électriques, etc. Mais là où on a des pièces qu'on peut réutiliser, c'est introduire des nouveaux types de métiers qui introduisent la circularité, y compris dans la distribution, autrement dit dans les services, et pas que dans l'industrie. Merci Jean-Luc pour ce témoignage où tu poses la question de la bonne échelle. Et je pense que ce sujet industriel, il doit justement être regardé avec une approche un peu multiscalaire, si on veut utiliser les grands mots, faire dialoguer le local, le national et justement cette échelle européenne. Du coup, Marie, je me tourne vers toi. Donc toi, tu es directrice des affaires publiques chez Back Market. Justement, quelle est la bonne échelle pour envisager ces enjeux et peut-être lever certains freins justement d'accès à des gisements,
aussi d'offres de marché. Comment on aborde cette question-là ? Merci Elsa. Déjà, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aussi. Et je suis ravie quand on parle de réemploi sous l'angle économique. Comme tu le disais en introduction, je pense que c'est essentiel de faire prendre conscience, en fait, notamment au pouvoir public, mais aussi aux filières industrielles et aux grands industriels comme Valeo, qu'au-delà du sujet écologique, il y a une vraie opportunité industrielle dans le réemploi qu'il faut savoir saisir. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse le faire aujourd'hui. Et la question de l'échelle, elle est très importante. Et en fait, je vais un peu me nourrir de ce que vous avez dit, Bastien et Jean-Luc. Au final, c'est multi-échelle, comme tu le disais, Elsa. Il y a du local, du national, de l'européen, du mondial même. Parce qu'en fait, on parle d'industrie. Et ce n'est pas à traiter différemment que les autres filières industrielles qui existent, et notamment les filières industrielles de production d'appareils neufs. Donc, comme le disait très bien Bastien, en fait, il faut avoir une vision systémique de l'économie circulaire, et ça part de la récupération de produits usagés, quels qu'ils soient. Nous, c'est l'électronique, vous, c'est les pièces automobiles, le matériel de restauration, le petit électroménager, jusqu'à leur traitement et leur remise en circulation. Et ça, c'est vraiment des dynamiques de filière. Et on a besoin que les pouvoirs publics le comprennent pour qu'ils travaillent à des stratégies qui vont s'appliquer à l'échelle locale. Parce qu'en fait, c'est à l'échelle locale qu'on va être capable d'identifier, par exemple, les gisements de produits à récupérer et de les orienter vers le réemploi, à l'échelle nationale pour mettre en place des stratégies de soutien, en fait, au développement de ces filières industrielles. Et on le sait, il y a des contrats stratégiques de filières qui existent dans la filière automobile, par exemple. C'est de ça qu'on a besoin aussi dans le réemploi. Et aussi énormément, en fait, au niveau européen. Parce que comme le disait très bien Jean-Luc, si on veut que ça soit une industrie, il faut que le marché il soit au-delà de l'échelle locale. C'est ça qui va permettre de grandir. C'est ça qui va permettre d'aller toucher un maximum de consommateurs. Et c'est ça aussi qui va donner une pertinence et un leadership aux acteurs de ces filières-là. Et ça, pour le faire, c'est l'échelle européenne qui compte. Et il y a un très, très gros enjeu au niveau européen qui est celui de la création, en fait, d'un statut d'opérateur de produits d'occasion. Puisque, un peu en creux de ce que disait Jean-Luc, et c'est quelque chose qu'on expérimente aussi énormément dans le secteur du reconditionnement d'appareils électroniques, en fait, tout le marché unique européen, donc voilà, l'Europe, c'est un marché sur lequel les produits sont censés circuler, n'a été construit que pour le neuf. Donc les réglementations qui existent, les obligations et les droits, tout est construit en n'ayant que le neuf en tête. Or, le problème, c'est que nous, on est tous des acteurs qui font circuler du produit d'occasion, et qui ont besoin de vendre du produit d'occasion, qui ont besoin de récupérer du produit d'occasion. Et ça, sans une prise de conscience et une ambition sur le fait qu'il faut repenser le marché intérieur pour l'adapter à l'existence de ces types de produits-là qui sont très spécifiques, on aura du mal à passer à l'échelle. Donc il y a des enjeux très locaux. Accès au gisement, le gisement, c'est le sang de la filière. Je veux dire, sans produit à reconditionner, on n'aura rien à faire. Échelle nationale pour créer les synergies dont on a besoin et dont Bastien parlait, pour créer un peu des champions locaux. Et en France, en tout cas pour le sujet des produits électroniques, on a vraiment le terreau pour avoir un leadership européen et mondial sur le reconditionnement des appareils électroniques, et une échelle européenne pour repenser le fonctionnement du marché unique, pour permettre aux acteurs qui sont en train de se construire en fait, de grandir et de passer à l'échelle et d'atteindre une maturité qui leur permettra finalement de faire concurrence au neuf, parce qu'au final, c'est un peu ça l'objectif aussi à la fin. Tout à fait d'accord. Avant d'ouvrir aux questions, j'ai une dernière question pour vous. En vous écoutant, et puis ici on est sur le salon du vrac et du réemploi, donc c'est un petit peu le plus gros salon à l'échelle mondiale sur ces sujets-là. Est-ce qu'il n'y a pas justement un savoir-faire français, une certaine expertise en fait française à promouvoir au niveau européen, au niveau mondial sur ces sujets-là? Question ouverte. Qui veut Je vois Jean-Luc qui hoche de la tête. Non, mais moi, juste pour filer ce que je venais de dire, nous, Back Market, aujourd'hui, on est présent dans 18 pays dans le monde. Donc, dans 18 pays dans le monde, on vend... on est une marketplace qui permet à des reconditionneurs de vendre des produits électroniques. En fait, la majorité de nos marchands sont des Français et qui partent à la conquête de marchés internationaux et qui ont un savoir-faire technique grâce au fait que la France est assez pionnière sur ces sujets-là, qui leur donne un coup d'avance en termes de qualité sur les produits. Donc, pour ce qui est de notre filière,
Clairement, oui, il y a une opportunité monstrueuse pour la France de prendre le leadership sur le reconditionnement des appareils électroniques et du petit électroménager. Ouais, je vais donner un exemple très concret. En un jour de pluie comme aujourd'hui, on est l'un des leaders des essuie-glaces. On en fournit à peu près une vingtaine de % du marché dans le monde. Et l'un de nos grands concurrents, bon, il y a des Japonais, il y a des Chinois, mais il y a notamment un Allemand, c'est Bosch. Et en fait, nous, on a, avec les équipes de l'aftermarket, il y a un double axe de la circularité. Comme c'est un produit de grande distribution que vous trouvez dans les stations essence et y compris dans les distributeurs, non seulement on a été le premier à faire un packaging totalement 100% recyclé, donc, et on l'a fait vraiment en France. On a trouvé la bonne filière qui est ici, de carton, etc. Et même chose, maintenant ce produit s'appelle Canopy, je le dis d'autant plus à l'aise qu'on est passé sous la fourche de Que Choisir, il y avait tout un tas de jurys que c'était pas du greenwashing, sur le blade, c'est-à-dire le bras de l'essuie-glace, où on a atteint un maximum de pourcentage de recyclabilité, donc justement on évite d'utiliser du caoutchouc, de l'EVA, etc. Et en fait, c'est vraiment un know-how français. Parce que je pense que, et moi, si je peux donner une petite clé de lecture, c'est qu'en France, on n'a pas peur de faire quelque chose de frugal, de bas coût et d'innovant, y compris dans ce bas coût. Et en même temps, quand on est un grand industriel mondial, nous, on apprend beaucoup de ces pays-là. Moi, j'ai développé énormément de projets de recherche avec l'Inde. Parce que l'Inde, si vous réussissez à rentrer dans un business indien et que vous vous mettez à l'échelle de la roupie, eh ben, vous traduisez ça ensuite en Europe, ben, vous êtes gagnant. Et dans notre secteur, c'est vrai que les Allemands, les Japonais ont toujours été habitués dans un confort du premium et du coût assez élevé. Donc, il y avait moins d'incentives, je dirais, intellectuels à vouloir innover dans le bas coût. Et ça, c'est quelque chose qui est super et qu'il faut introduire dans chaque secteur économique. De la même manière que maintenant, pour le véhicule électrique, les Français et nos clients français ont dit « allons-y à fond pour un véhicule électrique à bas coût », à l'échelle exactement d'une Logan, d'un Duster. Un mot de la fin? Non, je pense que notre particularité, c'est que on vit un moment qui est hyper enthousiasmant d'un point de vue entrepreneurial. Sur le marché du réemploi, vous pouvez avoir aussi bien des startups comme il y en a plein ici et des gens qui s'adressent à des acteurs comme nous qui viennent avec des super belles idées et qui vont changer le marché, apporter une vraie valeur ajoutée au marché tout en ayant une approche très et sociale et environnementale. Je pense à des gens, je sais pas, comme ça, j'ai en tête des gens comme Phoenix qui a réinventé le sujet du gaspillage alimentaire, etc. Et en changeant les codes de la grande distribution, en apportant une vraie solution et en marchant avec les acteurs de la grande distrie tout en marchant avec le secteur associatif. Et je pense que ça pousse aussi les acteurs du 440. Nous, en tant que petite association, même si on est quand même un peu gros dans notre secteur, on s'est quand même marié 4 fois avec des boîtes du 440. Et quand je vois des gens comme Saint-Gobain ou comme Seb qui se disent mais en fait je vais pas y arriver, mais par contre je sais que je dois le faire, je dois changer mon modèle entrepreneurial pour vendre dans 10 ans 20% de réemployés, et je vais le faire avec des acteurs de l'emploi en insertion, bah, je trouve que c'est magnifique en termes de période entrepreneuriale, si ça peut être vertueux et qu'à la fin on agit dans le bon sens tous ensemble. Merci Guillaume. Bastien, tu veux rajouter quelque chose? Ce serait juste que, effectivement, c'est une opportunité exceptionnelle. Mais je pense que de la même manière que beaucoup d'autres opportunités, il faut la consolider avant de l'exporter. Et avant de se dire que c'est une opportunité pour la France de faire rayonner, de rayonner notre économie circulaire, il y a encore énormément à consolider localement. Énormément d'initiatives. L'initiative de Réparseb, elle est géniale. Mais en fait, on n'a pas 40 groupes du CAC 40 qui ont fait des Réparseb. Et ça, je trouve que c'est encore quelque chose qu'il faut avant tout consolider ici. On a une loi AGEC qui est géniale. Il faut qu'elle rentre en application partout, dans tous ces différents articles, et qu'elle devienne un réflexe avant qu'on puisse la faire rayonner à l'extérieur. Merci à tous. Est-ce que certains d'entre vous dans la salle ont des questions? Oui.
Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Petite question sur la maturité dans vos secteurs respectifs, parce qu'on a beaucoup évoqué la notion d'écosystème. Est-ce que vous diriez à chaque fois que vous êtes un petit peu les seuls, ou en tout cas vraiment très pionniers, ou les fabricants, les constructeurs, les acteurs divers et variés de toute la chaîne de valeur que tu évoquais, Bastien, vous les sentez de plus en plus présents sur ces sujets, à innover? Ou est-ce que ça reste quand même vachement pour l'instant quelque chose de pionnier quelque part? Je pense que pour nous qui sommes dans des biens industriels B2B, avec un secteur qui est constitué, on va dire, d'ETI français, à la limite européen, clairement, on n'est pas avec des entreprises qui sont très engagées. Et donc, c'est nous qui poussons la démarche. Il y a très très peu d'acteurs du neuf qui essaient vraiment de se circulariser. Et ceux qui le font ont beaucoup de retard sur des secteurs plus B2C, notamment parce qu'il n'y a pas trop de pression du consommateur en pro-restauration. Deux exemples. Nous, on intervient sur le matériel informatique depuis 25 ans. Et je pense que c'est un secteur qui est relativement mature, même s'il y a des technologies à encore inventer avec la mobilité, les smartphones, les tablettes. Mais en tout cas, les acteurs existent, même s'il faut encore en créer, donc relativement mature. À l'inverse, pour moi, c'est le mauvais exemple, ou en tout cas le mauvais élève dans les domaines, c'est le monde du BTP, où on a 1% de réemploi sur le secteur du BTP. C'est très compliqué de mettre les majeurs, et c'est un secteur avec beaucoup de majeurs, autour de la table. Et ça se renvoie la balle entre les corps d'État, les entreprises générales, les promoteurs. Donc clairement, s'il n'y a pas un changement de la part de ceux des maîtres d'ouvrage, le secteur a intérêt à bouger vite parce qu'ils sont très en retard. Moi, ce que je peux dire sur la filière des produits électroniques, c'est qu'elle est déjà assez mature dans le monde du réemploi, relativement au BTP par exemple. Donc c'est une filière qui est assez mature, mais les acteurs qui pourraient vraiment changer les choses, qui sont les fabricants, eux ne le sont pas du tout. Et aujourd'hui, on est énormément obligé de passer par la loi en fait pour les pousser à rendre leurs produits réparables, puisque évidemment c'est la clé de la création de la circularité pour ces produits-là. Non seulement à jouer le jeu de la réparabilité, donc dans le design de leurs produits, mais aussi à arrêter d'avoir des pratiques monopolistiques sur les marchés de la prévente, puisque aujourd'hui en fait il y a encore beaucoup d'acteurs qui disent ce produit est à moi et vous consommateurs vous n'avez pas le droit d'aller le faire réparer en dehors de chez moi ou de laisser quelqu'un d'autre que moi intervenir dessus. Donc il y a des gros enjeux sur le design des produits, il y a des gros enjeux sur l'ouverture du marché de la prévente et il y a des gros enjeux et d'une certaine façon c'est aussi ces acteurs-là qui ont la main dessus sur le fait de donner accès à du gisement à reconditionner aux reconditionneurs. Donc oui, en fait c'est une filière dont on dit souvent qu'elle est la plus mature, mais les acteurs qui sont à l'origine des produits, eux, ont un énorme bond culturel à faire encore aujourd'hui. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Marie. D'abord, une précision sur l'électronique. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, mais en fait, c'est la recherche fondamentale qui est en train de travailler dessus, c'est au moment où toute l'économie se digitalise, comment recycler à terme les puces quand on descend dans la nanométrie. Donc c'est bien de parler de supercomputers, etc., mais en fait, actuellement, il y a en gros en Europe le CEA en France, le commissaire d'énergie atomique et VTT en Finlande, qui sont au début au degré 0,5 de l'écriture de la circularité des puces. Ensuite, sur le reconditionnement, c'est différent. Il y a une maturité d'autres acteurs. Moi, j'insisterai surtout sur le fait que nous, on fait une sorte de scouting, de vérification. Il y a une très grande disparité d'échelle et je dirais même de taille. Parfois, on est super surpris. On découvre des pépites, des toutes petites PME, des spin-offs de laboratoires qui vont avoir des idées super géniales. Et puis sur d'autres, des gros dinosaures qui sont très, très en arrière. Et du coup, ça crée des trous dans le gruyère, on en est conscient, on en est au début et c'est pour ça qu'on continue. Mais par exemple, on a trouvé des super, je dirais, notamment dans ce qui est remplaçable en meilleur impact carbone, avant même de parler de circularité. Par exemple, le plastique, on a trouvé des organochites
des boîtes qui vraiment bossaient à fond là-dessus. J'ai vu, il y a énormément de ça dans le salon. Et ça, c'est quand même rassurant. Parce que il faut, quand on est un grand acteur, on regarde la taille du problème et on essaye d'éliminer ce qui est vraiment mauvais, ce qu'il faut vraiment pour la planète et pour nous, pour l'économie, essayer d'aller au mieux dans la réparabilité. Merci à tous. Je pense qu'on a le temps encore pour une dernière question parce qu'il n'y a personne après. Et sinon, on va... Est-ce que quelqu'un a une question? Non, ok. Eh ben, je vous remercie tous pour cette belle table ronde et ce beau sujet. Merci à vous. Et je remercie Tomra et EC 2027 qui est un très beau collectif qui justement vise à embarquer le maximum d'acteurs dans cette dynamique pour pousser au niveau politique l'économie circulaire. Donc merci à vous pour l'organisation de cette table ronde.